Nucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue sur la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct, sauf aujourd'hui car nous avons enregistré cette émission le 9 novembre. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors, si l'on s'en tient aux informations dans les médias dits officiels en France, on pourrait penser qu'il ne s'est jamais rien passé à Fukushima, qu'aucune catastrophe nucléaire n'est en cours au Japon. Ici, dans la demi-heure radioactive, nous n'oublions pas. C'est impossible. Nous sommes là pour lutter contre la banalisation et le déni de réalité engendré par le nucléaire. Dans l'une de nos toutes récentes émissions, nous avions invité un journaliste japonais qui réside en France pour son point de vue sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Et aujourd'hui, nous invitons un Français qui réside au Japon depuis de longues années, Laurent Mabzone. Il est bien connu des internautes français pour son implication dans la lutte antinucléaire au Japon. Alors bonjour Laurent, tu es en direct avec nous du Japon. Bonjour, bonsoir même pour nous. Oui, il est 22h là, c'est ça ? Et tu reviens d'une manifestation antinucléaire où apparemment tu as un peu perdu ta voix. C'est toujours comme ça. Oui. Tous les vendredis soirs, un peu partout dans le Japon, il y a des manifestations. Et à Nagano, où j'habite depuis 20 ans déjà, en fait, c'est moi qui ai commencé les manifestations du vendredi soir dans le cas de Nagano. Bon, mais on en faisait avant déjà. Là, ça fait la 16e manifestation du vendredi, 16e vendredi d'affilée. Et ça se passe dans tout le Japon. Alors, les manifestations du vendredi, en fait, elles ont commencé au mois de au mois de juin, et elles ont pris une ampleur vraiment qu'on n'avait jamais vu au Japon, parce que on ne manifeste pas beaucoup au Japon, mais elles ont pris énormément d'ampleur à Tokyo devant la résidence du Premier ministre au mois de juillet, puisque c'est au mois de juillet que le gouvernement a décidé de façon quasi unilatérale de remettre en marche les deux réacteurs 3 et 4 de la centrale de Oi, près de Fukui, c'est dans l'ouest du Japon, et ça a mis le feu aux cendres d'un mouvement antinucléaire civique qui existait déjà depuis la catastrophe, si vous voulez, début de la catastrophe. Alors, on rappelle ici régulièrement qu'il y avait 54 réacteurs en activité au Japon et que depuis, je crois que c'est avril 2012, tous les réacteurs avaient été arrêtés. Et là, il y a une reprise qui est en cours progressive. Voilà. Donc, si vous voulez, le 5 mai 2012, on a réussi grâce à l'opposition des populations dans chaque localité avec des centrales, on a réussi à arriver à zéro réacteur en marche. Et c'était une grande victoire pour nous parce que si vous voulez, c'était juste un an après la catastrophe, et pour cause de contrôle technique, toutes les centrales doivent être arrêtées un certain temps, tous les 13 mois. Je crois que c'est pareil en France d'ailleurs, hein. Et l'avantage, c'est qu'il faut l'accord des autorités locales pour remettre ensuite en marche. Et ça n'avait pas été possible parce que les mouvements étaient quand même pas vraiment importants, pas du tout violents, mais très, très persistants, très constants, comme les Japonais savent le faire. Et voilà, on en est à 20 mois maintenant. Bon, bravo. Nous, on n'en est pas là. Mais ils ont quand même remis 2 réacteurs en marche au mois de juillet, comme je le disais à l'instant, et ça a encore mis du feu aux poudres du mouvement civique.
Alors, moi, j'avais envie, puisque on a quelqu'un qui vit au Japon et qui a vécu ça, je pense, de façon sensible, j'avais dans un premier temps envie de te demander ce que tu as vécu, toi, personnellement, devant les images des explosions des réacteurs de Fukushima, ce qu'on a vu là de façon répétée, un peu comme le 11 septembre 2011. Sur le vif, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, si vous voulez, moi je suis à un peu plus de 200 kilomètres de Fukushima, et je crois que chacun dans un premier temps a voulu se persuader que le gouvernement nous disait la vérité, c'est-à-dire que bon, le 11 à Nagano, bon, on a senti un tremblement de terre qui était pas normal parce que bon, c'était du lourd, quoi. C'était le bateau qui tremblait, enfin qui bougeait comme ça. Bon, et puis c'est après qu'on a vraiment compris, parce que même la première explosion du réacteur 1, le 12, beaucoup de gens ne voulaient pas sortir. Bon, moi je suis sorti, on est sorti avec notre fille au zoo. Et on a appris après qu'il y avait de l'iode qui était arrivé jusqu'ici, de l'iode radioactif. Le 14, là, on a compris avec l'image du numéro 3 qui explosait que là, c'était vraiment grave, et on est resté cloîtré. Donc, sans aération, bon, au bout d'une semaine, la maison sent mauvais, quoi. Et puis, c'est pénible avec une petite de 2 ans. De jouer à l'intérieur en permanence, quoi. Au bout d'une semaine, c'est limite. Mais bon, à Fukushima, ils en sont encore là pour certaines familles, hein. Enfin, ceux qui font attention. Encore, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et puis après, bah, l'ambassade qui vous dit, est-ce que vous voulez rentrer? On a un avion, etc. Bon, moi, si vous voulez, je travaille ici. Ma femme travaille, elle est japonaise, donc en plus, elle était responsable pour une grande boîte qui s'appelle Fujitsu, une grande boîte d'informatique. Elle était un peu responsable de justement l'aide aux provinces sinistrées. Donc, même en France, je crois que ça se ferait pas de partir à ce moment-là, quoi. Moi, je suis enseignant dans 2 universités, bon, chargé de cours. Et puis notre fille, à 2 ans, bon, on a décidé de ne pas rentrer en France avec l'argent du contribuable français. Et en fait, bah, tous les Français qui aiment vraiment le Japon sont revenus, mais d'autres sont repartis quand même. Moi, si vous voulez, vous savez, j'ai un, bon, c'est pas pour frimer, mais bon, j'ai un DEA en littérature japonaise, j'ai un doctorat en littérature japonaise d'une université japonaise, je suis écrivain en japonais, donc ma vie est vraiment ici, quoi. Mais on a mis le paquet, on a acheté un moniteur de Becquerel, une machine à 10 000 euros, pour que tout soit contrôlé pour notre fille. Je fais la gamelle tous les matins, je fais le repas pour la cantine de ma fille. On a décidé qu'il fallait s'informer par Internet, il fallait vérifier soi-même, il fallait faire des mouvements civiques, de mesures, et que donc, si on faisait ça, on pouvait rester. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on a décidé de ne pas vivre dans le déni. Ça n'empêche qu'en France, je crois que j'aurai encore plus de mal à vivre quand je vois l'attitude de beaucoup de Français vis-à-vis du nucléaire. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur, quoi. C'est-à-dire qu'on a compris que pendant 30 ans, on avait menti à la population japonaise, comme on ment encore à la population française, entre autres. Et maintenant, il faut vivre avec une désillusion. Voilà, on sait que de toute façon, le gouvernement nous dira jamais la vérité, et qu'il est encore en train de nous rouler dans la farine pour repartir dans cette course suicidaire, vraiment. C'est un pays qui se suicide. Mais on aime le peuple et la culture de ce pays, même si on déteste sa pseudo-élite. Voilà. Je vais peut-être excuse-moi de faire un peu, c'est pas de la provoque, mais si tu avais été, enfin si tu résidais à côté de Fukushima, est-ce que tu serais resté? Est-ce que ça c'est envisageable, ou est-ce que tu serais resté quand même? D'accord. C'est au contraire, c'est exactement le type de question que j'aimerais avoir plus souvent de la part des Français.
c'est-à-dire faire la différence entre un endroit où il n'est pas possible de se protéger, puisque, outre le problème de la contamination alimentaire, il y a le problème des radiations dans l'air. C'est-à-dire qu'à Nagano, on a une chance à 200 km, que ce soit même Tokyo. Bon, il faut pas que ce soit dans les mauvaises banlieues de Tokyo, Chiba, etc. Mais que ce soit à Tokyo ou ici, c'est-à-dire dans les 200 à 300 km, il faut pas exagérer. Les radiations dans l'air ont sensiblement changé, mais on est encore si vous voulez, on est encore dans des ordres de valeur où il n'y a pas de risque même à être mouillé par la pluie, il n'y a pas de risque à ce que les enfants jouent dehors. C'est-à-dire que, bon, c'est peut-être assez technique, mais normalement, voilà, bon, normalement, vous voulez que c'est juste un ordre de grandeur pour vous dire le risque de radiation ambiante à Fukushima et le risque ici. C'est possible? Oui, bien sûr, oui. Voilà, ouais, ok. Donc, il y a une unité qui est le microsievert par heure. Microsievert par heure, les radiations naturelles qui ne sont pas dangereuses, hein, parce qu'elles s'accumulent pas dans le corps, même si on inhale beaucoup de poussière et autres. Normalement, c'est 0,08, 0,06 microsievert par heure. Ça pour le Japon. Pour une bonne partie de la France, ça serait plutôt 0,1, 0,15, voire dans les montagnes où là il y a du granit. Nous, à Nagano, et puis on a eu Tchernobyl aussi. Oui, vous avez aussi des résidus probablement. Oui. Donc il y a la partie naturelle et il y a la partie césium-137 que vous avez encore. Nous, on a césium-134, 137, peut-être du strontium, même sûrement. Pas à Nagano, pas dans cette partie de Nagano pour le strontium. Bref, on est passé de 0,08 à 0,12. La différence étant du césium, ok. Mais il faut savoir que à Fukushima ville, Fukushima City, qui est une ville de 300 000 habitants quand même, eh bien la norme c'est 1 micro. Vous avez en moyenne 1 micro sievert par heure. C'est-à-dire, ils sont passés de 0,06 à 1. C'est-à-dire, en fait, quand on met sur un an, ils sont à 10 fois la dose acceptée par les normes internationales, qui est 1 millisievert par an de radiation artificielle. Donc ils sont à 10 et c'est normal. Et quand on calcule à ce niveau-là, un enfant qui joue normalement à l'extérieur, comme ils le font tous malheureusement, eh bien il absorbe à peu près 2 becquerels de césium. Et j'entends bien que c'est pas de l'irradiation par l'extérieur, c'est vraiment des particules qui rentrent dans le corps exactement comme pour l'alimentation. C'est de l'ingestion par respiration. Et là, on a des données épistémologiques claires pour la Biélorussie. Hein. Pour un enfant de moins de 20 kilos, 1 becquerel ingéré de césium-137 par jour, c'est 60% de problèmes, d'électrocardiogrames anormaux au bout de plusieurs années. Donc, si vous voulez, ils ont 10 fois plus de radiation artificielle à Fukushima qu'ici. Ici, on a gagné 50% de radiation artificielle en plus, mais bon, on reste vraiment dans des niveaux très bas. Eux, c'est 10 fois ça, voire 20 fois ça. Puisque c'est jusqu'à 20 millisieverts que la norme a été rehaussée. Donc, si vous voulez, moi, je dis au-delà de 0,5 microsieverts dans l'air, ce qui est le cas dans certaines banlieues de Tokyo, à Chiba, hein, eh bien, on a 1 becquerel par jour ingéré. Et ça, c'est la limite pour un enfant de moins de 20 kilos. C'est clair. Là, c'est impossible d'y vivre. Enfin, bon, ils y vivent, mais...
Alors, Sinon, l'alimentation, bon, oui, c'est voilà, encore autre chose. j'allais parler de ça, c'est qu'il y a effectivement non seulement ce qu'on inhale, mais aussi ce qu'on ingère, et tout, on sait que maintenant la chaîne alimentaire, elle est contaminée. On sait quand même aussi que la radioactivité, elle continue de s'échapper de la centrale, hein, de Fukushima, que ça c'est toujours pas réglé, mais on sait aussi que la chaîne alimentaire, elle est contaminée. Donc en termes de vie quotidienne, ça implique... on sait bien hein, depuis Tchernobyl que c'est important pour que les enfants aient de la nourriture entre guillemets propre, c'est-à-dire que pas surtout les enfants. Alors est-ce qu'au quotidien, comment ça se gère au quotidien ça Mm. Bah, si vous voulez, c'est très difficile à gérer, ça, il n'y a pas de problème. Même dans des régions éloignées comme là où on est, où il n'y a pas de problème avec la respiration, il y a un problème avec la nourriture, on est d'accord. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, bon, ça dépend des produits aussi, mais le fameux 1 becquerel par jour qui est inacceptable pour un enfant de moins de 6 ans, de moins de 20 kilos, bon, ben, on le dépasse, même à 200 kilomètres, même à la limite dans tout l'est du pays, voire à Osaka peut-être, puisque les produits finis, bon, ils circulent partout. Mais si vous voulez, bon, il y a, c'est bon, nous, dans notre cas, bon, ben, c'est dur, effectivement, mais on a un moniteur de Becquerel. J'organise des séances de mesure tous les vendredis pour les familles qui veulent mesurer. Bon, par exemple, aujourd'hui, donc c'était vendredi avant la manif, de 10h à 16h, j'ai eu 4-5 familles qui sont venues avec 3-4 échantillons chacune. Mais moi, ce qui me désespère, c'est que c'est de plus en plus les mêmes gens qui deviennent des amis, qui sont un cercle très réduit, parce que la plupart des gens sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils ont compris que, par exemple, la machine que j'ai, même la ville de Nagano où j'habite, qui est une ville de 400 000 habitants, elle ne possède pas une seule machine pour mesurer la radioactivité des aliments dans une ville de 400 000 habitants à 200 km de Fukushima. Vous voyez où on en est. Alors que les champignons, les pousses de la forêt, enfin toutes ces choses qu'on mange beaucoup ici dans les montagnes, des fois on arrive à... Il y a des champignons à 2100 becquerels qui ont été trouvés le mois dernier ici, au kilo. Et ils n'ont même pas de machine. Enfin, la préfecture a des machines, mais alors ils s'en servent de façon à ce que ça fasse 0, puisqu'ils règlent la machine pour qu'en dessous de 25 becquerels, ça fasse non détecté, c'est-à-dire 0. Bon, c'est facile avec ça, puisque la plupart, c'est moins de 25. Oui, c'est un petit peu ce que j'allais dire. De toute façon, on est complètement... à partir du moment où on commence à implanter des machines comme ça un peu partout, ça veut dire qu'il y a un danger. Alors que le but, c'est quand même d'expliquer, je crois, qu'il n'y a pas de danger, ou qu'on peut maintenir les gens dans cette espèce de soumission là. Alors là, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est le déni qui fait plaisir à une bonne partie de la population pour laquelle la vie est déjà assez dure, pour laquelle penser à tout ce que mangent les enfants, c'est vraiment trop dur, et je peux les comprendre, moi, ce genre. Mais le fait, c'est que c'est organisé au plus haut de l'État, et via les préfectures, etc., qui vérifient sans vérifier, qui se débrouillent pour avoir des limites de détection très hautes, de façon à ce que tout soit soi-disant non détecté. Et puis c'est soutenu aussi par les instances internationales. Isabelle Tate, hein, c'est ça. Donc vous m'avez envoyé un programme complètement surréaliste de séminaires c'était à Iidate, bon, dans des endroits où déjà vous avez entre 2 et 4 microsieverts par heure, c'est-à-dire entre 2 et 4 fois plus que Fukushima ville, hein, des endroits où vous absorbez entre 8 et 10 becquerels rien qu'en respirant. Et puis les gens sont là de l'ISRN, des Nations Unies, pour expliquer que en mettant votre masque de cette façon-là, ça sera mieux pour les enfants, alors que ils sont à des niveaux, les enfants, où ils sont sûrs d'avoir des problèmes cardiaques. Et puis à la génération d'après, le peu qui s'en sera sorti, refilera à ses enfants des maladies qui vont apparaître au bout de 2-3 générations. On le sait, puisque c'est le programme Ethos qui est réutilisé ici dans le fameux séminaire là
mais ce qui est criminel, parce que vous avez des instances françaises, pas seulement internationales, mais françaises, qui répètent le même programme de déni organisé qu'on a fait en Biélorussie. Tous les médecins, toutes les infirmières de Biélorussie, vous prononcez le mot programme ethos devant eux, ça les met en colère, parce que c'est un programme qui leur a fait croire jusqu'au dernier moment que les faibles doses chroniques, ce n'était pas grave, et qu'il n'y avait aucune différence entre la contamination interne et la contamination et l'irradiation externe. Vous vous rendez compte qu'on répète exactement la même chose pour l'intérêt d'un groupe financier, politique, militaire, qui est le nucléaire, c'est tout. Oui, et donc ce programme, donc il y a effectivement un séminaire. Alors ça s'appelle un séminaire. Bon, c'est truffé, c'est de la langue de bois, évidemment. Donc c'est un séminaire de dialogue pour le rétablissement de la vie dans les régions influencées à long terme par l'accident nucléaire de Fukushima. Et le thème, c'est dialogue pour l'éducation des enfants et des adolescents. Alors moi, ça me fait complètement frémir. Voilà, et ça fait suite à plusieurs séminaires qui ont déjà eu lieu dans la même ville. Il faut savoir que, effectivement, comme tu disais, l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France, et l'Autorité de sûreté nucléaire française sont parties prenantes de tous ces programmes et de tous ces séminaires. Voilà, il faut... Et puis partout, c'est apprenez à vivre en milieu contaminé, c'est possible, mais nulle part dans 5 feuilles de documents que j'ai vus, que vous m'avez envoyé, il y a le mot évacuation. On va peut-être vous aider à penser à reconstruire votre vie dans un endroit normal, parce que ce n'est pas un endroit normal. Quand je dis 4 microsieverts par heure, on est à 40 fois les limites internationales rien que pour l'irradiation externe. Et on est en train d'apprendre aux gens à vivre avec les radiations comme si c'était quelque chose de normal. Alors qu'à ces niveaux-là, à Tchernobyl, tout le monde serait parti. Hein. Ah oui, là, les normes au Japon, elles sont bien en dessous. Hein. Oui, ça depuis longtemps. Mais c'est vraiment important, ça c'est quelque chose, nous, c'est un thème récurrent qu'on essaye vraiment d'insister ici dans cette émission sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'une fois que la catastrophe est là, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est à subir les choses. On explique en fait que quelque part, les gens qui habitent encore dans ces zones très très fortement contaminées doivent être des acteurs de leur propre contamination. C'est comme si c'était de leur faute, à la limite. Hein. C'est-à-dire que le lobby nucléaire international a d'abord, dans le but de promouvoir l'énergie nucléaire en minimisant les dangers possibles d'un accident possible, et puis une fois que l'accident arrive, effectivement subir, moi je dirais minimiser en faisant comme si la radioactivité artificielle c'était comme la radioactivité naturelle, que ça ne se concentrait pas dans certains organes, ça n'avait pas des pathologies précises qu'on connaît. Et puis, oui, effectivement, on vous demande de subir quelque chose qui a été créé pour un profit financier au court terme et militaire aussi, c'est-à-dire la création de plutonium pour un pays comme le Japon. Et puis le peuple, en fait, qui est attaché à sa terre, à son village, à ses traditions, bien des fois, souvent, il se laisse manipuler puisque on le rassure, on lui dit mais c'est pas si grave, vous n'êtes que 10 fois au-dessus des normes internationales, on va vous apprendre plein de choses. Et en fait, l'argent, au lieu d'aller dans une petite aide au déménagement, il va dans du rafistolage et du lavage de crâne. Et certaines personnes sont d'accord souvent, c'est ça qui est horrible. Oui, je vois aussi dans une des phrases là, qui était le 2e séminaire, qui était au mois de mai 2012, un des buts était de reconquérir la confiance des consommateurs par le développement d'une stratégie, d'une gestion des stations de mesure gouvernementales, blablabla, blablabla. C'est-à-dire que les victimes là ne sont plus considérées comme des êtres humains, mais comme des consommateurs.
C'est magnifique. Oui, effectivement. Bah, c'est le capitalisme qui sous-tend le nucléaire. Hein. Et puis, il y a comme intervenant dans cette partie-là, mais on c'est un exemple, ce séminaire, mais à Fukushima, aujourd'hui, tous les gens qui restent sont plus ou moins pris dans ce type d'événements, d'organisations pour les rassurer, etc. Avec Japan Agriculture, c'est-à-dire JA, qui est la coopérative des agriculteurs bien installés, officielle. Et donc, eux, ils ont tout intérêt à relancer l'agriculture de Fukushima. Moi, je dis pas que tout est contaminé à Fukushima. Hein. J'ai mesuré des concombres qui étaient à 0, mais bon, j'ai mesuré des tomates qui étaient à 15. Alors, quand on vous dit 15, c'est pas beaucoup, ok, mais ça n'empêche que le problème n'est pas de savoir si la norme japonaise est plus sévère avec 100 becquerels que la norme européenne avec 500 becquerels au kilo. C'est pas la norme qui compte. C'est le fait qu'on sait que médicalement, un seul becquerel par jour pendant plus de 400 jours, et pour un gamin de 6 ans, il est presque sûr d'avoir des problèmes cardiaques, au moins, sans compter les cancers et les leucémies. Donc, si vous voulez, vous pourriez manger, vous pouvez venir au Japon 2 semaines et manger tous les sushis que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et à la limite, ça fera plaisir à l'agriculture et à la pêche. Mais ici, on est dans un endroit où on est passé de ce qui est normal dans le reste du monde, sauf en Biélorussie, c'est-à-dire 0,1, 0,2 becquerel au kilo. C'est le reste c'est le reste en césium 137 des essais nucléaires dans presque tout l'hémisphère nord. Et on est passé de 0,1 à des gens qui vous disent ah bah vous vous rendez compte, 15 becquerels pour les tomates, c'est très peu, c'est beaucoup moins que la norme de 100 becquerels. Donc mangeons et puis soutenons l'agriculture du pays que vous aimez. Sinon vous n'aimez pas votre pays. Sinon vous êtes traître de Fukushima. Moi j'ai des amis qui sont venus de la zone interdite, qui habitent à Nagano maintenant, et quand ils rentrent voir leurs amis à Fukushima, ils sont des traîtres. Il faut surtout pas parler de radioactivité parce que oh mais tu exagères, une dizaine de becquerels c'est pas grave. Bah, tu manges une dizaine de becquerels en permanence et puis tu as un corps qui est à 30-40 becquerels au kilo. Et voilà, à partir de 20 becquerels au kilo, en Biélorussie tu serais à l'hôpital, mais au Japon, les Japonais, vous savez, ils ont aussi le don de se sacrifier et puis de pas faire de vagues. C'est malheureux. Enfin oui, malheureusement, c'est dans 5 ans, dans 10 ans qu'on va commencer à avoir les vrais, voilà, tous les cancers, etc., qui vont sortir. Alors, pardon. Oui, non, vas-y. Oui, non, parce que je voulais juste ajouter une petite chose, parce que effectivement, tu as raison en disant dans 5-10 ans. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fait que cette atteinte à la santé humaine n'a rien à voir avec tout ce dont on peut nous parler. Alors, toutes les autres atteintes, que ce soit dues aux insecticides, alors tous les gens qui meurent dans les mines de charbon, etc. Il faut quand même comprendre que là, on parle d'une atteinte au génome humain. C'est-à-dire que vous allez avoir des maladies, mais vous n'avez pas que ça. On a vu des études sur les champignons, sur les papillons proches de la centrale et sur d'autres insectes. On a vu que à la 2e génération, le code génétique qui avait été affaibli, eh bien, commence à manifester encore plus de maladies. Et à la 3e, encore plus. C'est-à-dire que la base même de la vie, le trésor le plus important de la vie, eh bien, il est irrémédiablement cassé. Et c'est aujourd'hui qu'on a le plus de malades en Biélorussie. 98% des enfants ont une maladie chronique ou aiguë en Biélorussie. Pour l'Ukraine, c'est 70%, je crois. Et c'est plus de 26 ans après. Et donc, le génome humain, petit à petit, dans plusieurs parties du monde, et puis comme il va y avoir des accidents un peu partout, à mon avis, de plus en plus partout, vous allez avoir des enfants de plus en plus malades, de moins en moins résistants, qui vieillissent de plus en plus vite. Mais moi, je veux pas faire le prédicateur, mais vraiment, on est en train de petit à petit casser ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est-à-dire notre code génétique. Voilà, ça n'a rien à voir avec les autres pollutions, si vous voulez. Alors, on est arrivé déjà
pratiquement à la fin. Ouais, Ça passe vite. désolé. Oh, non, non, c'est bien. Je voulais juste conclure. Je ne sais plus où j'avais vu ça sur une de tes interventions sur Internet où tu as dit qu'on avait perdu le sens de la mesure, qu'on n'était plus humain et que la menace nucléaire n'avait plus rien. C'est une menace qui n'a plus rien d'humain. Voilà, ben, on peut peut-être conclure là-dessus Ouais. si. Et écoute, si tu veux revenir nous parler de la lutte antinucléaire au Japon, ce sera avec plaisir une prochaine émission. D'accord, parce que c'est vrai que en fait, je me rends compte que j'ai rien eu le temps de dire. J'aurais tellement d'autres choses à vous dire. Par exemple, le fait que demain le 11, alors après-demain le 11, Ouais. normalement il y a 1 million de personnes à Tokyo et dans tout le Japon contre le nucléaire, puisque ce sont c'est le 20e mois après le début de la catastrophe. Et tout simplement que vous, en France, ne pensiez pas que ça ne peut arriver qu'aux autres. Parce que c'est ce qu'on pensait nous, et une fois que c'est arrivé, c'est un territoire entier qui est violé, qui est assassiné. On peut plus jamais rentrer là où on vivait. Moi, mes amis ont tout perdu, leur maison, ça n'a rien à voir avec une catastrophe normale. On peut plus rentrer chez soi, c'est fini. Plus de boulot, plus rien, plus voir son village. Et puis voilà, vivre en faisant attention à tout ce qu'on mange. Mais ça va arriver un peu partout. C'est l'ordre des choses, quoi. Le capitalisme a engendré ça, et puis plus ça va aller, plus ça va péter à droite à gauche. Voilà, c'est vraiment, à mon avis, le problème principal de l'humanité dans les années à venir. Bon, bah, sur cette note Pessimiste. optimiste. Non, mais on a l'habitude. C'est ce qu'on dit ici Ouais, depuis un an. J'étais très optimiste jusqu'à il y a 1 an et demi. Et vraiment, pour ma fille, j'essaie de l'être encore, mais c'est pas possible. J'ai compris certaines choses et je suis obligé d'agir maintenant. Voilà. Bon, Laurent, c'est avec plaisir que tu seras accueilli quand tu veux sur Radio Galère. Voilà. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.